J'ai décidé très jeune, à l'âge de 8 ans, que j'irais un jour en haut dans le Grand Nord avec des chiens polaires. Tout ça, c'était un rêve de gamin, 8 ans. C'est un rêve pour moi de dire, je veux faire comme lui. Hein. Comme quelqu'un peut dire, oui, je veux être pilote de F1 comme l'autre qui est... voilà. Moi, c'était ça. Et pourquoi? C'est parce que mon voisin de banc d'école, à l'époque, son père était glaciologue, scientifique, dans les expéditions de Paul-Émile Victor, en sachant que Paul-Émile Victor était un des très grands explorateurs à l'époque français. Il vivait au Groenland, il a fait énormément de livres. Mais je me suis inspiré de ça parce que mon copain il me parlait de ça. Et qu'un jour, je vois une affiche dans Strasbourg, qui est ma ville natale, conférence Paul-Émile Victor, film en noir et blanc sur le Groenland et tout ça. J'ai dit, oui, il faut que je dise à ma mère que je vais aller le voir, cette conférence, puisqu'il m'en parlait, l'autre là. Et donc je vois ça, et le film était en noir et blanc, un truc extraordinaire pour l'époque, en 1953. J'ai dit, je veux faire comme lui. Et ma mère me répond, oui, d'accord, à 8 ans, on verra, on verra. Les explorateurs, ça ne gagne pas d'argent. Mais j'étais persuadé que j'irais. Comment? Je ne savais pas encore à l'époque, mais j'étais sûr. J'étais dans cette image de réalité. Et après, bon, bien, j'ai expliqué que j'ai été styliste de mode pendant 16 ans, c'est pas pour rien, c'est une autre passion. J'ai fait de la danse classique, ballet et tout ça, c'était aussi une passion. Enfin voilà, tout a été fait par un fil rouge énorme qui m'a emmené de passion en passion, en passion, en passion, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que mes chiens à l'époque polaires, puisque c'est ceux que j'ai démarré, m'ont apporté beaucoup de choses dans le handicap, puisque moi j'ai toujours d'ailleurs un garçon qui a maintenant 54 ans et qui est trisomique. Et donc je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je triais. Je triais déjà dans les gens qui n'étaient pas intéressés par le handicap, parce qu'à l'époque c'était pas facile d'être handicapé. On était classés complètement de côté. Et ça m'a révolté, ça m'a beaucoup révolté. Et alors, ce que je veux dire surtout, pour faire court, c'est que je suis parti au Canada comme ça. Voilà, j'avais décidé que j'avais fait le tour en France. J'ai dit, je m'en vais au Canada. Alors pourquoi le Canada ? Eh bien, c'est parce que j'allais très souvent à Paris au Salon de l'Aventure, qui était un gros salon à l'époque, la Porte de Versailles, que je côtoyais, parce que déjà à l'époque, je faisais de la montagne, j'étais guide de montagne, moniteur de ski et tout, mais tout par passion, tout. À ce salon, sur un kiosque, sur un stand, il y avait un traîneau, un gars avec une barbe et un husky. Je m'approche du gars, je dis, il est à vous le husky, et là, les 3 premiers mots, j'ai compris que c'était un Québécois, avec l'accent. Et je lui dis, moi en France, en Europe, j'étais en Suisse à l'époque, je lui dis, moi je fais la même chose, j'organise, je fais des courses et tout avec mes chiens. Ah oui, c'est intéressant et tout. Et là, je lui dis, mais toi tu travailles là-bas? Il me dit, oui, je travaille, je fais des tours pour les touristes. Et c'est lucratif? Il dit, oui, si tu ne demandes pas de trop, oui. Et je lui dis, ok, dans 15 jours je viens. Il me dit non, ça va pas, non. Tu quittes là et puis tu veux venir. Voilà. Effectivement, 15 jours, 3 semaines exactement après, je prends mon billet d'avion pour moi, mes chiens et tout, et je prends que 900$. C'est tout. Il n'y a que 900$ canadiens qui m'intéressaient, donc j'avais changé, que j'avais mis ça et je suis parti avec. Et je suis arrivé à Montréal, je connaissais personne si ce n'est que lui, mais il n'était pas là. J'avais rendez-vous, mais il n'était pas là. Donc, ok, il n'est pas là. Mes chiens sont au contrôle vétérinaire et moi je suis là, j'attends. On verra. 2 heures après, je vois mon gars arriver, les portes s'ouvrent et là il arrive. Première chose, bonjour. Les chiens ils sont où? Je dis ils sont au contrôle. Je dis ok, je sais où c'est, viens, on y va. Bon, il part, pick-up, remorque et tout. On va au contrôle, on récupère mes chiens dans les caisses et tout. On met ça sur son
Il avait un gros pick-up à l'époque. Il me tient sur le pick-up, tout, craque, les scratchs et tout, et hop, on part. Et j'osais pas lui demander où, parce que j'étais un peu dans mes petits souliers. Et il me dit, on va à Clovin. Je dis, ah oui, bon, c'est où ça? C'est 8 heures de route. Ah bon, 8 heures de route. Effectivement, on roule. Il neigeait, il y avait des gros camions partout. Enfin, moi, j'étais comme déjà un gamin, parce que il s'est avéré que quand j'étais gamin, j'achetais une revue qui s'appelait Black le Rock, et qui parlait des trappeurs, des Amérindiens et tout. Et ça aussi, ça m'avait marqué positivement. Je dis, ouais, c'est génial. Et effectivement, donc, je me suis senti un peu le Black le Rock, là, dans le pick-up à côté. Puis d'un coup, il s'arrête et il me dit, là, il y a un McDo, on va aller prendre un sandwich. Et je dis, ok, ouais, bon, ouais. On va c'était pas un McDo, c'était un autre à côté de Subway. Et chacun prend son sandwich et tout, et hop, on mange, et il me dit, il y a encore un bon 5 heures de route. Ah bon, d'accord. Et là, il me dit, tu verras, on va rentrer dans le bois sur une piste, et il neigeait. C'était terrible, il y avait en tout cas au moins 60 à 70 cm de neige, tout ça neigeait et tout. Et plus on montait, plus ça neigeait, bien sûr, et hop, il rentre dans le bois, et là il me dit, là il y en a encore 4 heures. Je dis, ah bon, d'accord, ok. Mais on va où? Clovin. Ah bon, d'accord. Je ne savais pas toujours. Et il n'y avait personne sur la route. Personne. C'était une route, après j'ai compris que c'était une route de bûcherons. Les gros camions qui venaient chercher le bois. Et là, il n'y en avait pas. Heureusement. On continue, et là, d'un coup, moi, je vois des petites lumières au fin fond, et il me dit, tu vois les lumières? Je dis, oui. Il me dit, bah, c'est là-bas. Ah bon, d'accord. On arrive. Et effectivement, c'était un village de bûcherons abandonnés. Il n'y avait que des cabanes en bois, sans chauffage, sans rien. Et il s'arrête devant une cabane, un peu comme ici, mais pire qu'ici. Et il me dit, c'est là. On laisse les chiens là, dépose les caisses à chiens, mais on ne les touche pas, on ne les sort pas, on les laisse là. Je dis, oui, ok. Moi, j'obéissais. Et on rentre dans le chalet, et au moment où on rentre, il y a une porte qui s'ouvre à l'intérieur, et je vois un gars de 1m90, que du muscle et tout. Et là, il sort, il me dit, t'es qui, toi? Je dis, je m'appelle François. Et là, lui aussi a réagi dans la même façon que moi à l'époque. Il me dit, t'es un Français parce que t'as l'accent. Je dis, oui, je suis un Français. Mais il me dit, mais tu fais quoi ici? J'ai dit, je viens avec mes chiens polaires. T'as des chiens polaires? Oui, ils sont dehors. Et il me dit, couche par terre, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. Et demain matin, à 6 heures, on se réveille et on se parle. J'ai pratiquement pas dormi, sauf un petit peu quand même, et je me suis pas rendu compte qu'eux, ils sont partis. Le chalet était vide, j'étais tout seul. Je dis, bon, ça commence bien, je sais même pas où je suis, il n'y a rien. Mais je vois un peu de fumée, donc je sais que quand il y a de la fumée, c'est qu'il y a quelqu'un. Donc j'y vais. Et j'arrive devant un bâtiment avec un rideau, enfin des trucs, et puis des lumières à l'intérieur et tout. Bon. Je m'approche de là, il y avait la porte qui était cachée par une toile à cause de la glace et de la neige. Et là, il faisait déjà moins 30, moins 35. Hein. Et je rentre dedans et c'est là que ça a été un choc. J'ai 8 gars, il y avait un miroir, un zinc et des fauteuils de bar. Et il y en avait 8. Que des gars. Et je voyais leur visage dans le miroir. Et eux aussi me voyaient dans le miroir. Et là, je vois un siège tout au bout, qui avait personne, j'y vais. Et les gars, ils m'ont suivi comme ça, je m'en souviendrai toujours, ils m'ont suivi pour voir. Et celui qui est à côté de moi, il me dit, tu es venu quoi ici? Je dis, je suis venu pour faire des expéditions. Oh, t'es fou, quoi. Il fait ouais, 40 et tout. Qui me dit tout ça, je dis non, voilà. Et à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une femme, et elle me dit, j'ai entendu à travers la porte, t'es français et tout, t'as des chiens et tout, ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu bois? Un thé. Les 8 m'ont regardé en disant, un thé à 7 heures du matin? T'es fou? Regarde-nous, on est déjà à la bière. J'ai dit, un thé. On te respecte, qu'ils m'ont dit, on te respecte, mais bon, tu te mettras un jour à la bière, t'inquiète.
Et bon, après, je suis retourné dans ma cabane, où il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien, donc il faisait moins 35 à l'intérieur. Et voilà, c'est comme ça, tout ça. J'ai vécu 3 ans là-dedans. Avec les Amérindiens, j'ai appris plein de choses. Eux, ils m'ont beaucoup aidé et tout. Ils allaient chasser pour moi parce que j'avais plus d'argent, il n'y avait plus rien. Donc voilà. Quand j'étais dans ma cabane, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui tape à la porte. J'ouvre. Puis là, je vois quelqu'un qui est habillé comme les motoneiges, le casque, les trucs en cuir et tout. Et elle me dit, on m'a dit au café là-bas, t'es un Français avec des chiens. Oui, je les vois, ils sont dehors là. Et là, j'ai reconnu, je ne voyais pas le visage, mais j'ai reconnu la voix d'une femme. Et elle enlève son casque, elle me dit, je peux rentrer? Je dis, bah oui. Il y avait d'autres motoneigistes dehors, ils sont restés dehors, et elle rentre. Et là, elle se présente, elle dit, voilà, moi je suis la directrice au ministère du Tourisme canadien, je suis la directrice. Si tu es là, c'est pour faire du traîneau. Je dis oui. Et elle me dit tout de suite, tu es capable de monter un circuit pour les touristes? Je dis oui. Elle me dit ok, mais t'es venu comment? Je dis ben, je suis venu, quelqu'un m'a amené ici, mais j'ai rien. Elle me dit bon, pas un problème. La semaine prochaine, il y a quelqu'un qui va venir avec un pick-up. Ils vont venir à 2 véhicules. Le pick-up, il est pour toi, et le gars qui te l'amène, il repart. Ok. J'avais un pick-up tout neuf. Voilà. Ça aussi, c'est une histoire de fou. Mais tout se passait selon mon fil rouge. Et donc, elle revient, 2 ou 3 semaines après, elle revient avec sa motoneige et tout, et elle me dit, j'ai dit, oui, ça y est, regarde, j'ai fait ça. Elle dit, ah, mais ça, c'est intéressant. Tu vas aller en France et tu vas faire les salons, puisque tu les faisais déjà comme visiteur. Maintenant, tu vas le faire, salon de l'aventure, comme quelqu'un qui vend les forfaits. Et tu vas aller voir aussi toutes les agences françaises de voyage d'aventure. Il y en avait plein que je connaissais déjà. Je prends l'avion, je retourne là-bas. Donc j'ai monté mes forfaits et tout, et puis ça a marché. Tout de suite, ça marchait. Donc moi je guidais, j'étais le seul à faire ça, le seul. Et je recevais les Français, je recevais les Suisses et tout. Ils s'inscrivaient dans les agences d'aventure comme Terre d'Aventure et tous les autres. Et tout ça, ça marchait bien. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître un peu partout. Et à un moment donné, là je fais un raccourci, la patronne me dit il faut que tu sois là demain à 10h. Tu as un téléphone, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais 10h moins le quart, j'arrive, j'attends. Et ça sonne à 10h. Et je prends le téléphone et là, j'ai un gars qui me parle à moitié français, moitié anglais, moitié tout ce qu'on veut. Il me dit, oui, on te connaît, donc tu organises des raids et tout ça, mais on aimerait faire ça chez les Inuits. Et là, le mot Inuit a fait le relais avec mon âge de 8 ans et que j'ai vu ce film. J'ai dit, j'y suis peut-être bientôt. Est-ce que tu sais d'accord? Je dis oui. Il me dit, bon, voilà, il y a l'avion. L'avion, il ne peut pas venir parce qu'il y avait 2 jours de tempête énorme. Mais à un moment donné, hop, le ciel bleu arrive. Et l'avion aussi. Le pilote, il me dit, je suis au courant de tout, tu dois aller à Quartac avec tes chiens et tout. Donc on t'embarque, tu mets tes chiens dans la carlingue, parce qu'il n'y avait pas de siège, il n'y avait rien. Il y avait juste une carlingue, c'est tout. Et un siège à côté du pilote. Et donc je charge tout. Et il part. Il y en avait pour 3 heures de vol. Et là, je regarde, c'était très beau. Il n'y avait pas de nuages, il n'y avait rien, donc j'ai tout pu voir. Et j'ai découvert plein de choses. Et à un moment donné, je dis au pilote, je dis, il y a des villages, c'est faisable en traîneau? Il me dit, si tu es assez fou, oui. Je dis, bon, ok, si je suis assez fou, peut-être. On arrive à Quartac, ce village inuit. Il y avait 150, il n'y avait pas plus, 140, 150 avec tout. On atterrit, ça s'ouvre, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois tout le village inuit devant moi. Les aînés, les femmes, les enfants, tout, ils étaient tous là, ils m'attendaient. Et là, le chef du village inuit, il me dit, en moitié français, moitié autre, il me dit, on t'attendait. Et là, il me dit, touche pas, on va débarrasser le traîneau, on va débarrasser les chiens, toi, je vais te montrer ta maison, parce que tu vas habiter ici. Ok? Oui. Il m'emmène,
en motoneige au bord du village, puisque tous les villages sont au bord de la mer. Et il me dit, c'est là. Il ouvre la porte et il n'y avait rien. Il faisait très froid. Et il me dit, toi, tu vas pouvoir attacher tes chiens et tout, t'inquiète, et voilà, et tout ça. Et là, tout d'un coup, hop, ils sont tous venus avec mes caisses à chiens et tout ça, j'installe et tout. Et il me dit, ce soir, tu manges chez moi. Hein, mange chez lui, ok. J'installe mes affaires, j'avais pas grand-chose. Hein. Et il vient me chercher en motoneige, le chef, là. Et il m'emmène chez lui. Et on a mangé. Il me dit, tu vois, là, ça c'est de la baleine. Ah oui, d'accord, ok. C'est de la baleine blanche. Ah bon, d'accord, oui. Et alors, on mange par terre chez eux, donc je mange par terre avec eux et tout. Voilà, ils parlaient français, donc c'était bien. Et voilà, j'ai mangé. Alors, on mangeait par terre avec les doigts. Hein. Chez eux, il n'y a pas de couteau, il n'y a rien. Et donc voilà, on mange ça. Et il m'a ramené, parce que moi j'étais tout à l'autre bout du village, et donc il me ramène là-bas, et puis voilà. Et puis j'ai vécu un paquet d'années, là, ici, où j'ai appris plein de choses, plein de choses. Et je réalisais mon rêve sans m'en rendre compte. Je le savais, ça m'avait choqué, pas choqué, mais quand j'ai vu le village là, qu'il a ouvert, le pilote a ouvert les deux portes, ça m'a fait beaucoup d'émotions parce que je me suis dit, j'avais 8 ans, j'ai dit que j'aurais des polaires, je suis là, j'ai les polaires. Et c'est là que j'ai dit, quand tu as la conviction, tu peux tout faire. Il faut juste une passion et être très ordonné et aussi faire en sorte que l'opportunité, tu ne la loupes pas. On te dit de monter chez les Amérindiens, oui, ensuite chez les Inuits, oui, et tu ne commences pas à poser, oui, mais qu'est-ce que je vais y faire, non. Oui, et puis c'est comme ça que j'ai bâti tout ce que j'ai fait, et encore là, c'est ce que j'ai raconté, c'est ça. Mais voilà, j'ai fait des choses que personne n'aura fait, personne. Ça, je le sais, tout le monde le dit. Parce que partir déjà avec $900 et rien d'autre, avec des habits d'hiver, oui, mais qui n'avaient rien à voir avec les habits. Et alors là, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est que je fréquentais toujours des gens un peu dans l'aventure et tout, un salon. Et là, je voyais un gars qui avait des bottes. C'était le concurrent de Sorel, les fameuses bottes Sorel, concurrent. Et je vais les voir. Et je leur dis qui je suis et que je vais faire une grosse expédition. Ah oui, c'est intéressant, on peut vous sponsoriser. Je dis oui, si vous voulez. Et la même chose pour les vêtements. Un fabricant que j'ai aussi croisé, enfin voilà, l'opportunité a fait que je le croise et je lui parle de ce que je fais et tout. Puis ce qui les motivait, c'était mon culot, qui pour moi n'était pas culot. Pour moi c'était naturel, mais pour eux ils m'ont dit mais il faut être culotté pour partir dans le Grand Nord comme ça, avec des chiens sans connaître tout ça et tout et tout. Et j'ai dit bah oui, c'est pas grave, j'y crois. Donc j'ai mes grosses vestes qui allaient à moins 80 qu'eux fabriquaient, donc ils m'ont fabriqué des vestes, j'en ai 4 ou 5 en haut là-bas, au-dessus de la salle, les pantalons et tout, et puis j'étais en même temps obligé bien sûr de faire leur salon à eux en tant que personne sponsorisée, donc j'allais à Toronto, j'allais dans les grandes villes où eux ils étaient là et tout ça, et ça a marché. Et c'est la même chose pour la nourriture de mes chiens, parce que nourrir 72 chiens, c'est 72 kilos par jour, puisque chaque chien mange 1 kilo à l'époque, et donc c'était pareil. Le hasard a fait que je croise un représentant sur une course de chiens de traîneau. J'ai été champion d'Europe et tout ça, donc j'avais du monde autour de moi. Et puis il y a un monsieur qui vient, il dit, voilà, avec un accent anglais, il me dit, voilà, si ça vous intéresse, on peut vous sponsoriser. On est en haut aux États-Unis, on a aussi une usine au Canada et tout, enfin voilà. Je lui dis oui, parce que ça me coûtait cher les chiens. Et il me dit, ok. Et là, il m'envoie même en Alaska.
où je fais des courses et où j'en ai perdu, enfin j'en ai gagné quelques-unes, mais les autres j'étais 2 ou 3, je ne me rappelle plus, mais enfin j'ai tout ça sur des photos et tout. Et ils étaient très contents, donc voilà, j'avais et les bottes, j'avais et les vêtements, et j'avais pour les chiens. Et c'est continué comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, j'ai fait mille et une choses, moi. Personne ne m'a obligé à faire tout ça, je l'ai fait parce que je sentais que c'était ça. Voilà, pour moi c'était ça. Il fallait que ça passe ça. Et alors l'azothérapie, elle s'est enclenchée au Canada. Pareil, c'est que je côtoyais des gens, parce qu'il y a aussi des handicapés chez les Amérindiens comme chez les Inuits, hein, il y en a partout, malheureusement. Et donc voilà, j'ai approché ça, et après également le fait que d'avoir un garçon trisomique et tout, auquel je me suis révolté, pas contre lui, mais contre les responsables, enfin le gouvernement et tout, parce que à l'époque, il fallait les cacher. Alors moi, je n'ai pas caché, justement. Alors voilà. Il y a de quoi là?